Faut-il craindre le retour d'un rideau de fer entre la Russie et l'Occident? On en parle avec notre invité. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un ancien diplomate soviétique auprès notamment de Gorbatchev, auteur de plusieurs livres. Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, c'est publié chez Ballant, tout comme votre dernier ouvrage, Le roman d'une révolution. Nicolas II, Lénine, pareil, publié chez Ballant. Hier, Vladimir Fedorovski, Vladimir Poutine a entériné publiquement l'annexion par la Russie de territoires qu'elle contrôle plus ou moins d'ailleurs en Ukraine, les 4 oblasts, Kherson, Zaporizhia, Louhansk et Donetsk. Vladimir Poutine qui s'est exprimé devant une foule de plusieurs milliers de partisans avec des drapeaux russes et qui les a appelés à encourager les soldats. On l'écoute. Ура! Oui, bien sûr. Набрали воздуха и по моей команде на счет 3. Раз, два, три! Ура! Ура! Encourageons nos combattants, je reformule, pour qu'ils vous entendent depuis la place rouge. Un triple hurrah, un Vladimir Poutine plus martial que jamais, Vladimir Fedorovski. Bien sûr, on entre dans un nouveau monde. Vous savez, tout était prédit. Vous avez dit que j'étais un flanc diplomate sur Gorbatchev, mais je suis surtout un écrivain d'origine russo-ukrainienne. Le plus édité en Europe, et avec mon 50e livre, justement, j'ai prédit ce que ça va se passer. C'était le roman d'une révolution. J'ai dit qu'il y aura une rupture définitive, à mon sens, entre l'Occident et la Russie. Et vous avez posé la vraie question au début. On entre dans quelque chose de beaucoup plus grave que la guerre froide. Vous savez, pendant la guerre froide, nous avons eu, j'étais diplomate pendant la guerre froide, nous avons eu des règles, il y avait une vingtaine d'accords, j'ai participé à la création de ces accords, d'ailleurs avec, à l'époque, un sénateur très vigoureux, c'est pas Biden d'aujourd'hui, mais avec Biden de l'époque, et on a créé un système. Il y avait aussi une distinction qui vous saute aux yeux, il y avait une distinction entre la propagande et la politique réelle. Aujourd'hui, tout est mélangé de deux côtés, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens mentent et croient à leurs mensonges, c'est le monde de tous les dangers qui nous affrontent. Alors, vous le disiez, vous êtes d'origine soviétique tout simplement, puisque vous êtes aussi d'origine russe comme ukrainienne. Hier, Vladimir Poutine, je le disais, a entériné l'annexion de ces 4 oblasts, qui ne sont pas tous d'ailleurs contrôlés à ce stade par l'armée russe. Est-ce que les habitants de ces oblasts se sentent russes, Vladimir Fedorovski ? Il y a des gens différents, il y a les gens qui se sentent ukrainiens, il y a les gens qui se sentent russes, mais vous comprenez, ça c'est un élément seulement. Hier, vous avez entendu que, en réponse de ça, le président ukrainien a demandé l'entrée accélérée dans l'OTAN. On entre dans la confrontation tous azimuts, où Poutine a renforcé l'OTAN en quelque sorte, mais l'OTAN a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Je pense que Kissinger a tout à fait raison de lancer une sorte de constat angoissé qu'il y a une création d'un bloc militaire économique entre la Chine, la Russie, éventuellement avec l'Iran. Tout ça, ça nous préfigure un constat. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup avec Gorbatchev. Avant de partir, Gorbatchev, il a lancé aussi un appel. Il a dit, nous vivons aujourd'hui un des moments, sinon le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. On n'était jamais si près de l'apocalypse. Vous comprenez, de deux côtés, il y a les approximations de l'analyse. Poutine, il a sous-estimé au début la résistance des Ukrainiens. L'Occident sous-estime, à mon sens, l'alliance entre la Russie et la Chine. Les sanctions, vous comprenez, le dindon de la farce, ça vous saute aux yeux, vous racontez ça si bien au Sud Radio, avec les problèmes qui existent. La perspective
perspective vraiment de la déchéance de l'Allemagne. Vous savez, si l'Allemagne vraiment va connaître une déchéance, il y aura une nouvelle configuration entre l'Europe, la perspective de famine en Afrique, bref. Tout est en train de changer, ça vous le dites changer bien. Complètement. Vladimir Fedorovski, mais revenons aussi sur ce qui est en train de se passer sur le front. Quand Vladimir Poutine appelle la foule à encourager les soldats russes qui sont sur le front, la situation est très difficile actuellement pour l'armée russe. On le disait il y a à peu près une heure dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, plusieurs milliers de soldats russes sont en train de se faire encercler dans la ville de Liman. Ils ne sont pas complètement encerclés, il y a des contre-attaques qui sont en cours, mais pour l'instant la Russie n'arrive pas à inverser le cours de cette guerre. Ça, c'est une discussion entre vous et une grande dame que je vous conseille de lire, qui supervise les services secrets américains. C'est le personnage principal des services secrets américains. Il est beaucoup plus nuancé, parce que vous comprenez, dans cette affaire, il y a les propagandes de deux côtés, il faut être très pointu. Vous avez raison, sur les Mans, il y a un danger d'encerclement des forces russes. Pour l'instant, ça s'est pas fait, comme ça s'est pas fait à Kharkiv, mais dans la réalité, il y a 3 phases de guerre. La première phase était perdue par Poutine, c'était un blitzkrieg, il pensait qu'il va entrer à Kiev en 3 jours, c'était une bêtise. Après, comme un homme de renseignement, je raconte qu'il agit comme un homme de renseignement au sommet de l'État, il a tiré des leçons. Et cette dame, elle s'appelle Ervil Heinz, elle pense que les Russes progressent lentement, difficilement à Donbass, et il y a un danger, d'après elle, que les Russes prennent Donbass dans quelques mois avec la progression. Mais maintenant, on est entré dans la 3e phase. Vous comprenez, la mobilisation change la donne. Pourquoi les Russes n'ont pas progressé si rapidement? Ils dominent dans le domaine de l'aviation et dans le domaine de l'artillerie. Mais ils ont utilisé seulement 15% de leurs forces en Ukraine. Maintenant, avec la mobilisation, il y aura plus de forces. D'où il y a mon inquiétude. Il y aura une escalade. Et je vous dis, quoi qu'il arrive, si, imaginons que votre scénario est vrai, ce que vous racontez est vrai, que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Dans ce cas-là, vous comprenez, les Ukrainiens disent qu'ils veulent récupérer Donbass, ils veulent récupérer la Crimée, ils veulent prendre Poutine, mais vous comprenez, les Russes, ils ont dans le domaine des armes tactiques, sur le théâtre européen, 1-8 la supériorité. Alors, c'est possible qu'ils l'utilisent. Si les Russes progressent, si la dame américaine a raison qui dirige les services secrets, les Russes vont progresser à Donbass, mais qu'est-ce qu'ils vont après? Ils vont aller à Odessa. Et les Américains me disent qu'ils vont intervenir. C'est toujours la guerre mondiale. Vous comprenez? Ou la guerre de l'enlisement, imprévisible, où l'Europe est dans de la farce. Tout ça, ça nous ramène à une très grande perspective très dangereuse dont parlait Gorbatchev. Et vous comprenez, vous avez utilisé le mot rideau de fer, et vous avez raison. Mais vous comprenez, quand on interdit aujourd'hui les Russes, pas Poutine, mais les Russes simples de venir en Europe, ce n'est pas le rideau de fer que les Italiens proposent d'interdire Dostoïevski. C'est pas le rideau de fer. Autrefois, on interdisait en Russie mon ami Solzhenitsyn. Aujourd'hui, dans quel monde de tous les dangers on vit? Je pense que ma vie est bousillée. J'ai travaillé toute ma vie pour la paix. Aujourd'hui, la guerre triomphe. Et nous continuerons de toute façon à lire Dostoïevski ou à lire Tolstoï aussi pour parler de la paix le jour où elle reviendra. Mais avant cela, vous avez parlé d'escalade. Qu'est-ce qu'il y a comme escalade possible? Au début, la Russie a engagé plus de 150 000 hommes. Ça n'a pas suffi. Du coup, elle en mobilise plus de 300 000. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Non. Soyons très clairs, ça peut changer la donne à Donbass. Les militaires russes, ils ont déclaré que leur priorité c'est de reprendre Donbass et après voir comment ça se passe. J'étais quand même diplomate et j'ai géré les crises. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est une sorte d'absence quasi totale de l'Europe dans le domaine de recherche de la paix. Qui a lancé la semaine dernière les appels en sa faveur de cesser le feu, les appels angoissés que la guerre mondiale est possible? Le Mexique.
l'Arabie saoudite, la Chine, l'Inde, la Turquie, comme vous le savez mieux que moi, négocie d'une manière très efficace d'ailleurs, parfois les possibilités de certains accords, notamment dans le domaine de blé, et il continue à souligner la nécessité d'une rencontre immédiate entre Poutine et Zelensky. Tout ça, ça nous alerte, et je ne vous cache pas, j'ai un sentiment. Comme écrivain, mes 50 livres et autrefois comme diplomate sur Gorbatchev, j'ai servi comme trait d'union entre l'Europe et la Russie. Aujourd'hui, cette rupture, à mon sens, est définitive et ça préfigure une sorte de montée de l'Asie, l'alliance de la Russie en définitive avec l'Asie et hélas les jours difficiles pour le dindon de la farce qui est l'Europe. Parlons quand même de ce qui s'est passé hier à l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité s'est réuni. La Russie a fait obstacle à une résolution condamnant l'annexion par elle-même des 4 oblasts ukrainiens. En revanche, les Chinois n'ont pas soutenu la Russie. Ils se sont tout simplement abstenus. Le Brésil s'est abstenu, l'Inde s'est abstenue, le Gabon s'est abstenu, mais personne n'a voté avec la Russie. Oui, bien sûr, mais l'abstention, c'était toujours la position de la Russie. Vous comprenez, j'ai analysé comme professionnel, je n'aime pas les choses approximatives. Si vous analysez les déclarations chinoises depuis 7 mois, vous voyez crescendo en faveur de la Russie. Le président Xi parle quasi toutes les semaines certainement avec Poutine, tandis qu'il ne prend pas Zelensky. L'Inde n'a pas acheté un baril de pétrole. Aujourd'hui, elle revend le pétrole russe dans les grandes quantités. Ils achètent. Le président brésilien était l'autre jour à Moscou. Vous savez, je vais vous dire, il faut être très pointu. Je vous dis, c'est un nouveau monde qui est en train de créer, mais à mon sens, le mainstream, pas les experts le savent très bien, mais simplement les médias qui aiment raconter des histoires, sous-estiment la perspective de l'alliance. Je connais les détails, les échanges dans le domaine militaire, les manœuvres, et puis simplement la bêtise. Je ne comprends, il ne faut pas sous-estimer le rôle de la bêtise dans le domaine des relations internationales. Pourquoi Kissinger a vraiment lancé cet appel angoissé sur la perspective de l'alliance avec la Chine? Parce qu'il y avait ces visites à Taïwan dans le contexte de tension extrême de la visite des grands parlementaires là-bas. Tout ça, ça a donné le résultat qu'on a poussé la Chine dans les bras de la Russie, et évidemment la Russie avec les sanctions, etc., qui n'ont pas donné grand-chose pour l'instant. Il ne faut pas sous-estimer. Alors même que Henry Kissinger avait réussi à former une forme d'alliance entre les États-Unis d'Amérique et la Chine à l'époque de la guerre froide contre l'Union soviétique. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Ancien diplomate soviétique, auteur de ses livres Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, c'est publié chez Ballant, tout comme le roman d'une révolution, Nicolas II, Lénine, chez Ballant, de la même manière. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Malheureusement, nous serons amenés à vous reparler de cette guerre, puisque cette guerre, malheureusement, n'est pas près de se terminer. Hélas, restez avec nous. Retour en France dans quelques minutes, juste après le journal de 9h. Le coup de gueule d'un maire qui s'attend à avoir de moins en moins de moyens à cause du projet de loi de finances. Nous serons en direct sur Sud Radio avec le maire de Clamart dans les Hauts-de-Seine. À tout de suite.